Un problème de statique graphique à présent. Pour faire de la statique graphique, il faut d'abord que je vérifie que le système me donne un problème plan. Je vois que à partir de la perspective, il y a un plan de symétrie matérielle et je me rends compte aussi que, en imaginant le fonctionnement de l'ensemble, eh bien, aucune action mécanique n'a tendance ici à emmener une des pièces en dehors de ce mouvement plan sur plan, parallèlement au plan XY que j'ai défini ici. Ensuite, si je veux faire maintenant de la statique graphique, il faut que je sois sûr que la majeure partie de mes actions peuvent être modélisées par des torseurs glisseurs. En G, pas de souci, on va le modéliser comme étant une liaison ponctuelle de normale delta G, ici indiquée dans le sujet. Restent les autres liaisons qui sont toutes des liaisons pivots. J'ai pris par exemple les liaisons pivots ici d'axe AZ entre 0 et 4. Cette liaison pivot, si je la modélise dans l'espace ici, eh bien elle a un seul degré de liberté, donc 5 composantes non nulles. Par contre, eh bien, si j'applique la simplification plane, je peux éliminer la résultante perpendiculaire au plan d'étude et les deux moments contenus dans le plan d'étude. Ce qui fait de ma liaison, eh bien, une liaison modélisée par un torseur glisseur. Plutôt que pivot, on peut choisir, on le trouvera dans beaucoup d'ouvrages, ici le terme articulation de centre A, c'est-à-dire une liaison qui ne permet qu'un seul degré de liberté en rotation perpendiculairement au plan d'étude. Il me reste ensuite à choisir quels sont les systèmes ou pièces que je vais isoler et dans quel ordre. Pour ça, je m'appuie sur le graphe de structure. J'ai reproduit ici les liaisons que j'ai déjà analysées en utilisant sous forme abrégée le terme générique articulation, la liaison ponctuelle, et ici une dernière liaison, la liaison pivot glissant entre 1 et 4. Cette liaison pivot glissant, elle peut me poser des soucis parce que, eh bien, si je prends un repère x1, y1, z où x1 est dans l'axe du vérin, eh bien, je peux donner ce torseur d'action mécanique, même en utilisant la modélisation plane, c'est-à-dire en supprimant la résultante en Z et les moments en X et en Y, cette liaison-là ne me donne pas un torseur glisseur. Il faudrait que je fasse attention à ne pas faire passer une frontière d'isolement entre 1 et 4 si je veux faire de la statique graphique. Bien, pour raisonner, je peux raisonner de façon habituelle en termes ici d'inconnus. On a vu que toutes les articulations présentaient deux inconnus. La ponctuelle normale delta G, elle, je connais l'intensité de l'action, donc ici 0 inconnu. Bien, pour l'instant, eh bien, j'ai des soucis parce que je vois beaucoup d'inconnus. Je peux ici m'appuyer sur un réflexe en statique graphique. Je vais chercher les systèmes qui sont soumis à l'action de deux glisseurs. J'en vois un ici, c'est la pièce 3 toute seule, et je vois l'ensemble 4 plus 1. Je vais même l'air qui est à l'intérieur du vérin entre les deux. Lequel je vais utiliser en premier? Celui que je vais utiliser en premier, c'est l'isolement de 3. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'aurai résolu l'isolement de 3, ici, ces deux inconnus se transforment en une seule, et en plus, au signe près, c'est la même. Et là, je m'aperçois ici que, eh bien, sur la pièce numéro 5, j'ai trois actions, qui sont toutes les trois des glisseurs, et je n'ai plus que trois inconnus. Une ici et deux ici, ça veut dire que je vais pouvoir résoudre. Une fois que j'aurai fait cette résolution, eh bien, ici, ce nombre d'inconnus va passer à 0. Comme ici, c'est la même, elle va passer à 0. Et là, je vois que j'ai diminué le nombre d'inconnus sur la pièce numéro 2. Reste une de trop que je vais ici gérer en faisant l'isolement de 4 plus 1. Donc ça sera mon troisième isolement pour finir par isoler 2 qui sera mon quatrième isolement. Et là, j'aurai déterminé toutes les inconnues de liaison. Mes deux premiers isolements sont ici traduits par cette figure. J'ai d'abord choisi d'isoler 3, qui est en équilibre sous l'action de deux glisseurs, dont le support commun passe nécessairement par les points E et C
qui sont les centres des liaisons. Je connaissais déjà le support de l'action en G, ces deux supports se croisent. Ça veut dire que le support de la troisième action, qui a pour origine le point D, passe par ce point-là et nécessairement par le point de concurrence. J'ai obtenu ici les trois directions de mes actions. Je vais pouvoir construire mon triangle des forces ou dynamique. Je prends une parallèle à l'action en G, je mesure ici à l'échelle qui m'est proposée un vecteur que j'oriente correctement, l'action de 0 sur 5 est bien de 0 vers 5, puisque c'est une action de contact. Et ensuite, à partir d'une des extrémités de ce représentant, j'ai tracé une parallèle à l'action en E, et à partir de l'autre extrémité, une parallèle ici à l'action en D. J'aurais pu faire dans l'autre ordre, le triangle aurait simplement été symétrique. Je peux boucler mon dynamique. Le triangle s'est formé. Attention, le sens des flèches est important et cohérent. J'ai trois actions qui sont sur la pièce numéro 5, ici. Ici, j'ai l'action de 0 sur 5, c'est elle qui va me donner le sens de parcours du triangle pour donner le sens donc de ces actions-là. Enfin, mes deux derniers isolements. Avant donc de faire ces isolements-là, il faut que je définisse plus précisément l'action en C, cette fois-ci de 3 sur 2, puisque je sais que mon quatrième isolement, ça sera l'isolement de 2. En traduisant l'équilibre de 3 ici, je peux écrire que C de 3 sur 2 est égal à moins E de 3 sur 5, d'où ici C de 3 sur 2 qui est représenté vertical avec la même norme, mais de sens opposé. Ensuite, j'ai dit qu'en isolement numéro 3, j'isolais l'ensemble 1 plus 4, qui est en équilibre ici, sous l'action de deux glisseurs, deux supports communs nécessairement, passant par A et B. Je connaissais un support, j'en connais un deuxième. Eh bien, à l'intersection des deux, ici, je trouve le point de concurrence de mes trois supports de glisseurs. Le dernier prend son origine nécessairement en F et passe par le point de concurrence. Tout comme tout à l'heure, eh bien, j'ai déjà cette action-là, qui est parallèle à la précédente. Je trace une parallèle à une des deux actions partant de son extrémité. Je trace une parallèle à la deuxième action partant de l'autre extrémité. Je vois un triangle se former. Mes trois actions sont des actions sur deux. Celle que je connais me donne le sens de parcours. Ici, je vérifie bien ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Eh bien que l'action de 1 sur 2, c'est-à-dire l'action de pousser de la tige du vérin, est bien une action donc de pousser, comme je viens de le dire, donc dans ce cas-là, orientée de la gauche vers la droite. Il me reste à déterminer le diamètre du vérin. En mesurant ici le représentant de B de 1 sur 2 à l'échelle, eh bien je trouve une norme à peu près de 2900 newtons. Un peu plus, un petit peu moins, ce n'est pas grave sur une feuille de copie, puisque on peut avoir des aléas d'abord de reproduction du dessin, et puis des constructions plus ou moins précises. Donc je m'intéresse du coup à l'équilibre de la tige du vérin. Elle est soumise à une action B de 2 sur 1 dont je connais la direction, elle est bien dans l'axe du vérin. L'effort de pression dont je sais qu'il est bien perpendiculaire au piston, bien centré donc ici aussi sur l'axe du vérin, et la liaison pivot glissant quelque part dans le guidage ici de la tige. Une équation de résultante sur l'axe ici me permet de dire que l'effort de pression en norme est égal à l'action de 2 sur 1, donc en norme à l'action de 1 sur 2. Il me reste à appliquer ma formule force égale pression fois surface, en utilisant au choix soit le système d'unité internationale, effort en newton, pression en pascal, surface en mètres carrés, ou alors, si ma pression est fournie en bar, je peux avantageusement utiliser une section en centimètres carrés et un effort en décanewton. Mon piston est l'équivalent d'un disque de surface pi d carré sur 4. En inversant ma relation, je trouve que d est égal à la racine carrée de la norme de B de 1 sur 2 que multiplie 4 divisé par la pression fois pi. Pour faire mon calcul, j'avais la pression en bar, ici, j'ai mis l'effort en décanewton, j'ai obtenu un diamètre en centimètres, que j'ai converti ici dans l'unité naturelle de la construction mécanique, qui est le millimètre.
Donc on trouve ici un diamètre qui doit faire au minimum 69 mm.